Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez en ce moment pour ce journal. Au sommaire, clôture ce jeudi au camp militaire d'Itsunzu d'une formation paramilitaire au profit de 31 agents de la douane comorienne. Au sommaire également, atelier de validation ce vendredi à Moroni du plan stratégique national 2023-2027 par le Programme national de lutte contre le paludisme en vue d'éliminer cette maladie dans le pays. Telles sont, mesdames et messieurs, les grandes lignes de ce journal. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, également président en exercice de l'Union africaine, a quitté Moroni dans la soirée de ce jeudi pour l'Inde où a lieu le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 qui débute ce samedi. Ce sommet qui prend fin dimanche est une occasion unique pour les pays industrialisés et ceux en voie de développement de discuter sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour la gouvernance mondiale sur toutes les grandes questions économiques. Le récit de Fatima Ahmada avec les images de Mahmoud Msaidi. Le président Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, se trouve actuellement en Inde. À New Delhi, Azali Assoumani participe au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 qui débute ce samedi et qui va prendre fin ce dimanche 10 septembre. Ce sommet sera l'occasion pour les membres du G20 de faire un état de lieu de tous les processus et réunions du G20 tenus tout au long de l'année 2023. Au cours de l'année, il y a des réunions diplomatiques, politiques, économiques, financières qui donnent à peu près une idée de la gouvernance du monde. Ça commence par ce que nous appelons les assemblées annuelles de la Banque mondiale qui se font à Washington ou dans d'autres pays où les pays du monde entier vont parler de la gouvernance. Suit toujours le G7 qui est donc le sommet de 7 pays les plus riches qui vont se réunir pour essayer d'apporter leur soutien ou en tout cas d'apporter une modification de cette gouvernance. Et puis enfin, c'est le G20, ce sommet auquel va participer le chef de l'État en tant que président de l'Union africaine qui va ramener les pays qui ne sont pas les plus industrialisés ensemble avec les pays les plus industrialisés pour discuter justement de cette gouvernance pour qu'à la fin, tous ces pays, le monde entier se retrouvent à New York, aux États-Unis, pour l'Assemblée générale des Nations unies. Cette année s'est rajouté également les BRICS, c'est-à-dire ce sont des pays qui ne sont pas partie des pays les plus riches, mais qui sont des pays qu'on appelle aujourd'hui des pays émergents, qui veulent justement modifier cette façon de gouverner la finance du monde et qui sont d'ailleurs devenus plus populaires. Et donc aujourd'hui, en regardant ce G20, quand le G20 aura sorti son communiqué, les diplomates, les géopoliticiens auront une idée de comment le monde sera façonné demain. Et donc, pour l'Union africaine, c'est un sommet un peu particulier parce que l'Union africaine est candidat pour être membre du G20. C'est le président Azali qui porte cette candidature. Nous espérons qu'à la sortie du dernier communiqué, peut-être que les 19 pays plus l'Union européenne décideront, accepteront que l'Union africaine soit désormais membre du G20. Et c'est cela l'objectif justement de ce sommet. Rappelons que le président Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, a quitté Moroni dans la soirée de ce jeudi. Il est à noter que ce 18e sommet du G20 va ramener les pays non industrialisés à discuter ensemble avec les pays industrialisés sur la gouvernance de la finance mondiale. Je vous le disais en titre, la formation paramilitaire au profit de 31 agents de la douane comorienne a pris fin ce jeudi au camp militaire d'Itsunzu assuré par l'Armée nationale de développement AND. Cette formation concrétise la vision de la douane dans le renforcement des compétences de son personnel afin de mieux remplir avec professionnalisme les missions qui leur sont assignées. Le directeur général des douanes, le chef du corps des armées et des hauts gradés de l'armée nationale ont honoré de leur présence cette cérémonie. Reportage de Nourdine Saïd et Nourdine Ibrahim Polo. En effet, ce sont 31 agents des douanes comoriennes qui ont bénéficié d'une formation paramilitaire durant 3 mois successifs. Des formations techniques sur l'attaque et la défense,
Le montage et démontage d'une arme. Canon, glissé, Caracas. Une démonstration réussie aux yeux de leurs supérieurs. Ces 31 agents vont constituer la brigade maritime. Ils auront la mission d'assurer la circulation des biens et des personnes et de garantir la lutte contre toutes sortes de trafics ou de marchandises illicites qui peuvent être utilisées à des fins à la fois civiles que militaires. Il s'agit là des défis existentiels de l'État. Pour un État archipel comme les Comores, où l'espace maritime, plus important que la terre ferme, appelle encore plus de vigilance et d'organisation. D'où l'intérêt de doter la surveillance douanière d'une brigade maritime qui est un dispositif essentiel pour assurer les contrôles en mer en partenariat avec les gardes-côtes nationales. Permettez-moi d'exprimer ici ma reconnaissance appuyée et celle de l'ensemble du personnel de la douane, au chef de l'État-major de l'Armée nationale de développement, le général de brigade Youssouf Djihadi, pour son engagement à nous accompagner. Je remercie solennellement le leadership du délégué à la défense, M. Youssouf Mohamed Ali alias Belou, pour la coordination et la réussite de cette formation de perfectionnement. La brigade maritime est couverte par le Code des douanes. Suivant l'article 58, les autorités douanières sont aussi appelées à échanger et partager d'une manière coordonnée les informations nécessaires sur les mouvements internationaux avec le concours des autorités militaires comme la garde-côte comorienne pour d'éventuels contrôles conjoints. Liaison! Position des tireurs debout! En avant! Autre volet de cette édition, le processus électoral à la Chambre d'agriculture, d'élevage et de la pêche en Union des Comores a pris fin ce vendredi à Moroni. Les 12 représentants des îles ont élu le président de la dite chambre et ses vice-présidents. Abdilam Saidié est donc élu pour les 4 années prochaines. Reportage de Ikam Ben Saïd. Débuté le 22 août dernier, le processus électoral s'est terminé ce vendredi 8 septembre. Les 12 élus ont voté à l'unanimité pour Abdilam Saidié, qui est maintenant le président de la Chambre d'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Union des Comores. L'une des principales priorités du nouveau président est de promouvoir l'autosuffisance alimentaire. La réorganisation des syndicats d'éleveurs, d'agriculteurs et de pêcheurs fait également partie des priorités du nouveau bureau de la Chambre d'agriculture. Maintenant, on va commencer un autre élan. C'est aller aux objectifs de la Chambre d'agriculture maintenant. Parce que maintenant, c'est un vaste programme qui va être mis en place là-dessous. Donc, c'est la souveraineté, premièrement la souveraineté alimentaire qu'on en a besoin pour l'instant. Et puis, être là à contrôler aussi les prix. Si on est organisé, on pourra contrôler les prix et même on aura une autosuffisance alimentaire qui pourra vraiment nous aider à vivre mieux dans ce pays. Et je pense bien, malgré ce qui se passe ailleurs, toutes les problématiques qui se passent ailleurs, avec les conflits, l'inflation et puis tout d'autres, le changement climatique aussi qui est là et qu'on a besoin d'une agriculture intelligente maintenant, tout ça, ça nous permet toujours de mieux avoir une bonne réflexion pour pouvoir arriver aux objectifs. L'agriculture, l'élevage et la pêche jouent un rôle crucial dans l'économie et la sécurité alimentaire du pays. Afin d'atteindre cet objectif, le nouveau bureau doit entreprendre des actions concrètes pour stimuler la production agricole, l'élevage et la pêche et ainsi contribuer réellement à la sécurité alimentaire de l'Union des Comores. Et en mode santé de ce journal, le programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec les secteurs impliqués dans cette lutte a procédé ce vendredi à Moroni à un atelier de validation du plan stratégique national 2023-2027. Ce dernier pourrait permettre aux acteurs de la lutte de mettre en œuvre des nouvelles stratégies qui pourraient éradiquer le paludisme en Union des Comores. Reportage du chef Omarouf et Salim Ben Abdelaziz Arkachi.
Après une semaine d'études du 30 août au 5 septembre, pour discuter des mesures à prendre et élaborer un plan stratégique visant à éliminer le paludisme d'ici 2027, les autorités sanitaires se sont réunies ce vendredi pour valider le plan stratégique national de lutte contre le paludisme pour la période 2023-2027. Pour les 5 années à venir, l'orientation des axes stratégiques s'est basée sur les constats, des conclusions et les recommandations issues de la revue du programme. Ainsi, pour atteindre la vision Comores sans paludisme et les objectifs ambitieux définis, il me revient de solliciter la coopération et d'inviter tous les acteurs nationaux à tous les niveaux, ainsi que les partenaires internationaux, à coordonner les efforts pour la réalisation de nouvelles perspectives de lutte encore plus efficaces, plus pertinentes et plus efficientes définies dans ce document plan stratégique pour l'élimination du paludisme dans notre pays. Ce plan stratégique vise à mettre en place des nouvelles mesures pour mettre fin au paludisme dans le pays en général et en Gazidja en particulier, où les cas ne manquent pas. En Zouani et à Mouali, la population a massivement aidé le programme national de lutte contre le paludisme pour lutter contre le paludisme. C'est ce qui a fait que à Mouali et en Zouani, les deux îles sont en situation d'élimination. Mais le problème ici à la Grande Comore, c'est que l'adhésion complète de la population n'a pas encore été obtenue. Ce plan stratégique 2023-2027 est axé sur deux activités majeures, deux interventions majeures. Ce sont des interventions à haut impact et ce sont des interventions qui vont cibler le vecteur, c'est-à-dire la moustique, l'anophèle, et la population elle-même. L'élimination du paludisme d'ici 2027 est un objectif ambitieux. Les autorités sanitaires sont déterminées à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif et protéger la population contre cette maladie. Suite de l'actualité, la campagne axée sur la révision de la liste électorale a pris fin et a laissé la place à la rectification après que le délai de cette deuxième étape s'est déroulé. Une équipe de l'ORTC s'est retrouvée ce jeudi au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour savoir les types de cas de réclamation retenus par cette opération. Changama Mohamed a souligné que la réclamation des cartes électorales perdues reste le seul cas retenu. Il s'est exprimé au micro de Baraka Ismaël. Cette période est déjà finie, donc la loi a prévu un affichage d'une liste provisoire. Nous sommes dans les délais, on a déjà affiché et puis on attendait les réclamations. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne reçoit que des réclamations de type les électeurs, ils se plaignent qu'ils ne trouvent pas leur carte, ils veulent demander des réimpressions de leur carte d'électeur. Donc, ce sont la majorité des réclamations qu'on a eues. Mais dans cette période aussi, dans le cadre de l'affinement de la liste électorale, il y a aussi la radiation des doublons et des décès. Donc, dans cette période, normalement, à part les réclamations de type réimpression de cartes, on a aussi les requêtes au sujet des radiations concernant les décès et les doublons constatés, observés sur les listes électorales. Donc, nous avons jusqu'à demain pour recevoir ces réclamations. Et à partir de demain, on sera obligé de finaliser parce qu'à part cette gestion des réclamations, il y a aussi un autre travail qui est le découpage, le désengrosement des listes parce qu'effectivement, il y a des bureaux de vote qui comptent jusqu'à 700, 600
900 électeurs et dans la pratique, nous n'avons que 8 heures de temps pour participer à un scrutin. Restons toujours à la CENI où la dite commission a reçu ce jeudi le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles et celles des gouverneurs des îles de 2024 aux Comores. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés. Le conseiller a informé les responsables de la CENI qu'une somme d'argent conséquente a été allouée pour l'éducation civique, les élections et bien d'autres aspects annexes. Suivant Ahmed Saïd Mdouma, secrétaire du service de communication de cette institution. Aujourd'hui, comme vous l'avez vécu, nous avons reçu le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis qui réside à Madagascar. Il est venu comme les autres diplomates de prendre connaissance de la manière et de la façon dont nous nous préparons pour organiser ces élections. Et bien évidemment, nous avons eu des fruits sur cette visite. Le représentant de l'ambassade nous a confirmé qu'il y a un montant de $600 000, c'est à peu près 300 millions de francs comoriens, qui sera donné à partir du système des Nations Unies à Moroni pour que ce montant porte une contribution au niveau des élections. Ce montant, le premier conseiller nous a informé que c'est à partir d'une requête venant du président de la République qui a demandé aux États-Unis de porter appui au niveau de l'éducation civique pour éduquer, pour apprendre à nos jeunes de comprendre et de savoir leurs devoirs et leurs obligations en termes d'élection. Donc ce montant sera disponible d'ici la fin du mois. Le premier conseiller nous recommande d'entrer en contact avec le système des Nations Unies pour voir comment pouvons-nous mettre en application. Direction maintenant sur l'île de Nzouani où le ministère des Affaires islamiques en visite sur l'île a effectué une tournée de sensibilisation axée sur toute forme de litige dans la religion musulmane. Débutée à Bimbini, Sima et Numakele, plus précisément Mremani, la séance de sensibilisation a réuni des membres du ministère des Affaires islamiques et des autorités religieuses. Reportage Ayuba Rainous, le compte-rendu de Moustajida Mustafa. Cette sensibilisation est comme si une alternative d'appeler toutes les tendances à une table ronde afin de soulever toute forme de litige dans la religion musulmane. La tournée qui a débuté à Bimbini le matin, l'après-midi à Sima, dans la soirée de ce mardi, s'est achevée à Numakele, plus précisément en Mremani. Une délégation en provenance de Moroni, plus des responsables religieux de l'île, a comme objectif sensibiliser sur les madhab shafi'ans et les mosquées de vendredi qui se construisent sans tenir compte de la population qui, la plupart du temps, sont cause de conflits de génération. Selon le directeur régional, une telle sensibilisation est l'initiative du gouvernement comorien qui veut renforcer l'islam tolérant aux Comores et surtout les madhab shafi'is. Le matin, la délégation est reçue à la coordination pour une synthèse. Notons au passage que la sensibilisation a débuté à Moïli avant de continuer en Nzouani pour prendre fin à Ngazidja. Volet culture de ce journal, les résultats de la demi-finale de l'émission Noura ont été proclamés, suscitant à la fois enthousiasme et perplexité, alors que l'engouement de cette édition est incontestable. Le constat démontre que le public ne vote pas assez par rapport aux années précédentes. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Ikam Ben Saïd Hassan. Bien que l'engouement pour cette émission soit indéniable, il est devenu évident que le public ne vote pas suffisamment par rapport aux éditions précédentes. Un exemple de ce déséquilibre est apparu lorsqu'une candidate arrivée en deuxième position pour les demi-finales a reçu une note de 9 sur 10 de la part du jury, mais seulement 2 sur 10 du public avec seulement 140 votes en sa faveur. Je suis encore plus honorée et contente d'avoir été sélectionnée sur cette demi-finale-là. Maintenant, j'avoue, je suis un peu frustrée parce que les notes ne collaient pas avec tous les commentaires positifs et tous les partages. Donc,
J'aimerais vraiment inviter les gens à voter, comprendre que c'est une compétition où en fait le public compte énormément. Donc donnez-moi de la force, mais de la force réelle, palpable et concrète. Votez, votez, découvrez. Ça va. En revanche, le candidat qui a remporté la première place lors des demi-finales a reçu plus de 1000 votes du public, le propulsant directement en tête malgré une note moyenne des jurés. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais ça ne peut que faire plaisir de savoir que j'ai une famille, j'ai des proches qui seront toujours là pour moi, à me soutenir. C'est toujours comme ça dans une compétition. Les règles du jeu de la compétition, ça c'est qu'il y a le vote du jury et le vote du public. Un des candidats disqualifiés s'est exprimé sur son expérience dans l'émission Nyora. Non seulement cette compétition m'a donné une motivation auquel j'aimerais bien avoir une vie artistique et que j'aimerais bien continuer à montrer mon talent, quel que soit si je gagne, si je perds. De toute façon, être ici, déjà, c'est gagner. Les producteurs de l'émission lancent un appel à la population pour les encourager à participer davantage au vote lors des prochaines phases. Donc là, aujourd'hui, en fait, on lance un appel parce qu'on le voit, que ce soit à l'extérieur, sur les réseaux, dans les taxis, tout le monde parle de Nyora. Mais on ne l'a pas ressenti dans les votes. Ce déséquilibre entre les votes du public et les évaluations des jurés soulève des interrogations. Cela laisse penser aussi que plus on obtient de votes, plus on a de chances de gagner. Un projet d'intégration du beach rugby dans les milieux scolaires est en cours à Nzouani. 2 experts venus de la Réunion ont rencontré des responsables de l'éducation et des responsables des communes pour un état des lieux. Des explications avec Moustajida Mustafa. Chididini pourrait être retenu parmi les plages d'entraînement de match beach rugby. Le maire de la commune de Bandjani 1 et 2, des directeurs d'école ont assisté au premier entraînement de cette nouvelle discipline au niveau de l'île. Le projet devrait être introduit dans les établissements, raison pour laquelle des directeurs et directrices des établissements sont invités à Chididini ainsi que les maires. Votre visite, nous vous disons encore que merci et merci. Et le message que vous venez de nous faire passer, donc on a bien compris, et nous avec le directeur des écoles, le proviseur, dès la rentrée ici, on va s'asseoir sur la même table afin d'étudier cette initiative pour que nos enfants puissent s'intégrer dans ce jeu. Des filles et garçons ont débuté les initiatives sur la balle ovale. Claude Henry, porteur du projet, a organisé une réunion après avoir visité plusieurs plages de l'île d'Anjouan. La réunion regroupe différents responsables de l'île d'Anjouan. C'est une opportunité importante, d'autant plus que nous, je prends l'exemple du site par exemple que vous avez visité, nous avons besoin d'expertise. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une situation où on ne peut plus improviser. Il faut de l'expertise. Et là, la prise en charge de la jeunesse, c'est quelque chose de fondamental. Je vous remercie d'abord d'avoir pensé à prendre l'initiative de choisir l'île d'Anjouan pour votre projet. Et nous serons avec vous, j'espère, avec tous les jeunes des régions. Et j'aimerais bien que Immaculée fasse partie de ces projets. Les 2 experts en provenance de la Réunion ont rencontré les responsables insulaires. À travers ce rassemblement de jeunes autour d'un ballon de rugby, ballon ovale, déjà on les surprend, parce que c'est pas habituel, le ballon de rugby. Et puis une fois qu'on les a surpris, on capte leur attention, on crée un climat de confiance. Et à travers ce climat de confiance, on est capable de porter des messages. Pratiquer la discipline beach rugby est une opportunité dans le pays qui doit accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien dans la mesure où plusieurs plages sont déjà praticables.
L'heure fixée pour le match Comores-Zambie, notamment à 22h, a suscité beaucoup d'interrogations selon le chargé de communication à la Fédération comorienne de football, Ahmed Saïd Badraoui. C'est une question de réglementation au niveau de la CAF. Les dirigeants de cette instance footballistique ont recommandé que tous les matchs de la dernière journée soient joués à la même date, même heure, pour éviter les matchs arrangés. Écoutons. Quand la CAF finit d'établir le calendrier des matchs, donc il envoie ça aux associations membres pour qu'elles aussi voient et établissent par rapport aux heures qui leur sont favorables. Mais s'agissant de la dernière journée, parce que là on est dans la 6e journée des qualifications, donc la CAF a jugé que tous les matchs doivent être aux mêmes heures, c'est-à-dire à 22h heure de Moroni, ça sera 19h à Abidjan, pour qu'il n'y ait pas de suspicion de match volé ou match truqué ou match arrangé. Donc, parce qu'il faut que toutes les équipes se sentent dans le même pied d'égalité. Et c'est avec la page sport que se termine cette édition. Mais avant de vous quitter, nous vous rappelons les principaux titres. Clôture ce jeudi au camp militaire d'Itsunzu d'une formation paramilitaire au profit de 31 agents de la douane comorienne. Atelier de validation ce vendredi à Moroni du plan stratégique national 2023-2027 par le Programme national de lutte contre le paludisme en vue d'éliminer cette maladie dans le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Au revoir.